Il y a un an, elle a conquis vos oreilles. Elle est allée à Cannes, à Venise, à Hollywood et même à Saint-Jean-de-Luz. Cette semaine, elle est de retour plus drôle, plus puissante, plus névrosée que jamais. Anaïs se fait des films à Las Vegas. Je suis au Caesars Palace à Las Vegas, devant les machines à sous. Il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui fument des clopes devant les machines à sous et qui jouent et qui parient. Et moi, je sors d'un immense cinéma au milieu du Caesars Palace dans lequel j'ai vu 3 heures de trailer et notamment les 7 premières minutes de Dune 3. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où on ne peut pas tout miser sur le physique, mais où on joue all-in. Las Vegas, c'est le haut lieu du péché, une ville d'excès, de bruit et de lumière située en plein cœur du désert du Nevada et donc forcément un excellent décor de cinéma. Casino, Las Vegas Parano, Showgirls, Living Las Vegas, Ocean's 11, Very Bad Trip ou encore Un monde meilleur de Mimi Leder. Oui, je continuerai de citer ce film aussi longtemps que possible. Sans oublier Twin Peaks The Return. Non, ce n'est toujours pas un film, mais c'est quand même un peu du cinéma. Mais Las Vegas, c'est aussi la ville où se tient chaque avril le CinemaCon, un événement très important pour l'industrie du cinéma, mais nettement moins médiatisé que le Festival de Cannes par exemple. C'est là, dans l'immense salle de cinéma du Caesars Palace, que les studios dévoilent leur programmation des mois et années à venir. Un événement bruyant, intense, obsédé par le fric, bref, parfaitement raccord avec l'esprit de cette ville aussi fascinante qu'insupportable. Et il se trouve que cette année, j'y étais. Alors il se passe quoi exactement au CinemaCon? À quoi ressemblent les 7 premières minutes de Dune 3? Comment est Tom Cruise en vrai? Et est-ce que j'ai réussi à m'introduire dans le coffre-fort du Bellagio? Je vous dis tout dans cet épisode. L'année dernière, Seth Rogen a sorti une nouvelle série sur Apple TV appelée The Studio. Dans cette série comique qui satirise à peine l'industrie du cinéma, l'acteur incarne un patron de studio hollywoodien à la fois pathétique et incompétent. Et le climax de la saison 1, l'épisode de tous les enjeux, se déroule pendant le CinemaCon de Las Vegas. Alors moi, j'avais vaguement entendu parler de cet événement dans des podcasts spécialisés, mais la série de Seth Rogen a donné vie à tout un pan de ce milieu que je ne connaissais pas vraiment. Et puis, il y a quelques mois, quand j'étais à Los Angeles, une personne avisée m'a dit « Mais tu bosses sur les coulisses de l'industrie du cinéma, tu devrais aller au CinemaCon ». Du coup, je suis allée au CinemaCon. C'est quoi le CinemaCon? À ne pas confondre avec le Festival du ciné de Mâcon, ça c'est en Saône-et-Loire, ni avec la Conne du cinéma, ça c'est moi. En fait, à la base, le CinemaCon, c'est surtout un salon professionnel réservé non pas aux journalistes, aux artistes ou aux producteurs, mais avant tout aux exploitants de salles de cinéma, c'est-à-dire aux responsables des salles de cinéma. Imaginez le salon de l'agriculture, sauf qu'à la place des vaches et des Beaujolais, on nous fait des démonstrations de fauteuils de cinéma, de machines à popcorn et de distributeurs de glace pilée, et qu'à la place de Chirac, il y a Tom Cruise, Zendaya et Steven Spielberg. Pendant 4 ou 5 jours, l'événement organise de nombreuses tables rondes d'experts et de professionnels sur l'avenir de l'industrie et comment faire venir, ou plutôt revenir, les spectateurs dans les salles de cinéma, avec des thématiques parfois assez niches pour le grand public. Par exemple, je me suis pointée à une table ronde sur le futur de la nourriture et des boissons de cinéma, avec des PowerPoints sur les nouveaux types de M&M's et de Coca. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait c'est totalement logique, vu le public auquel s'adresse l'événement. On ne le voit pas forcément dans la série The Studio, mais la face immergée du CinemaCon, et peut-être une des plus importantes, s'appelle le Trade Show, et c'est là où les exposants, sur plusieurs niveaux de l'hôtel, présentent des produits plus ou moins novateurs que les exploitants pourraient utiliser dans leur cinéma. On peut donc se promener entre les stands de moquettes, de fauteuils, d'écrans, de systèmes son, de jouets, mais aussi et surtout de bouffe, ma grande passion. You doing lessons? Yeah, that's what it's an old school Hollywood buffet. That's why I kept saying old school Hollywood buffet. That means there's fucking drugs in the food?
Alors on parle de bouffe commercialisable dans un cinéma. Donc ça va être de la pizza, des pop-corn, des bonbons, de la mozzarella frite ou encore des corn dogs, cette magnifique spécialité américaine qui est constituée de knackis enroulés dans des pancakes frits. I think we have a critic. Au trade show, les gens se baladent dans les allées avec de gros sacs qu'ils remplissent d'échantillons à ramener chez eux. Je vous avoue que j'ai piqué 2-3 trucs aussi. Et puis, un jour où je n'avais pas eu le temps de manger un vrai déjeuner, j'ai fini par aller me nourrir avec les multiples échantillons du trade show. J'ai mangé des nachos au fromage, un corn dog au chili et au fromage, un M au cheeseburger, un mini hot dog, des boules de fromage frites, du mac and cheese, un iced tea à la vodka, une margarita, un cookie au peanut butter. J'ai des palpitations rien qu'en me remémorant ce repas. Et après, je suis décédée et j'enregistre donc ce podcast depuis l'outre-tombe. Mais ça, ce n'est qu'une partie de cet événement gigantesque, on va y revenir. Il faut aussi savoir que tout, absolument tout, se déroule dans le Caesars Palace, un immense hôtel de luxe et casino de Las Vegas, ce qui fait qu'on ne voit quasiment jamais la lumière du jour, surtout pour ceux qui logent à l'intérieur de l'hôtel, ce qui ne nous empêche quand même pas de faire 28 000 pas par jour parce que c'est très très grand. Perso, moi, je logeais en face, au Flamingo, où les chambres coûtent à peu près $50 la nuit. Il faut savoir que la plupart des hôtels à Las Vegas sont en fait très bon marché parce qu'ils essayent de choper votre argent avec tout le reste, c'est-à-dire la bouffe, la piscine et bien sûr, le casino et les machines à sous. Bref, depuis ma chambre, j'avais vu sur le Caesars Palace et aussi sur les collines du désert du Nevada, c'était assez époustouflant. Et je n'avais donc qu'à traverser la rue pour aller au boulot. For sure. Ce petit trajet m'a permis de passer au moins 4 minutes quotidiennes à l'air libre et ça, je vous avoue que c'était plus précieux que n'importe quelle victoire au blackjack. En fait, je crois que vous commencez à le comprendre, le CinemaCon, c'est intense, comme un festival de cinéma, mais pas de la même manière. Le plus frappant, c'est le niveau sonore constant. On est à Vegas, temple de la démesure et du péché, ce qui veut dire qu'il ne faut jamais s'ennuyer et toujours consommer. Il y a des haut-parleurs qui balancent de la musique partout, tout le temps, dans la rue, dans les couloirs, dans le casino, dans les toilettes. Un jour, j'avais une petite heure de libre, j'étais crevée et j'ai décidé d'aller me ressourcer à la piscine de l'hôtel. Big mistake, huge. Au-dessus de la piscine avec cascade, il y avait un DJ qui passait à fond la caisse des remixes probablement produits par Satan. Résultat, les 2 premiers jours, j'étais assez émerveillée et puis les 2 derniers jours, j'étais en migraine permanente. Ce qui est déstabilisant aussi, c'est que comme je vous le disais, le CinemaCon, c'est avant tout un salon professionnel réservé aux exploitants de salles. On est donc assez loin de l'ambiance de festival de cinéma. Ici, on ne parle pas vraiment de la qualité des films ou de créativité, on parle de business. L'unité de mesure principale pour qualifier un film, c'est est-ce qu'il a fait plus ou moins d'1 milliard de recettes. Et les cadres de Disney sont même venus nous expliquer fièrement qu'ils avaient décidé de renommer Zootopie 2 Zootopie 1.9. Pourquoi ? Parce que le film a récolté 1,9 milliard de dollars au box-office. Cool. Moi qui suis plutôt habituée au festival de ciné européen, je suis arrivée et j'étais là, mais je croyais que le cinéma c'était de l'art, moi. Mais d'ailleurs, ça fait quoi exactement un exploitant ? Pour répondre à cette question, j'ai parlé à Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Las Vegas. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur son métier et de me donner son avis sur cette édition du CinemaCon 2026. Bonjour Richard Patry, merci beaucoup d'avoir accepté de me répondre pour le podcast. Bonjour Anaïs, j'étais ravi de vous croiser aux États-Unis, à Las Vegas, et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça va, bien remis de l'expérience Las Vegas ? Vous savez, c'est une expérience tellement fascinante. CinemaCon, c'est vraiment un endroit où, quand on est exploitant, c'est le plus bel endroit du monde. On voit des films, on voit de la technologie, on fait beaucoup de rendez-vous. Le monde du cinéma est là. Spielberg, Nolan, Tom Cruise, Robert De Niro, Tom Hanks et Tim Allen. En une après-midi, ça fait déjà beaucoup à digérer. J'ai fait le bilan ce matin et j'ai oublié de mentionner De Niro. Tellement il y a eu de monde qui est monté sur scène, j'avais déjà oublié qu'on avait vu Robert De Niro en fait. Mais c'est vrai que de voir cette déferlante de stars qui viennent juste crier leur amour pour la salle de cinéma, parce que c'est ça aussi qui fait du bien. C'est-à-dire que dans cet univers où il y a énormément les plateformes, où il y a des milliers de façons de voir des films, que tous ces gens viennent réaffirmer le rôle central de la salle de cinéma dans la création de valeur d'un film. Cette salle de cinéma dont on a prédit la mort des dizaines de fois et encore récemment, eh bien, cette salle, elle est bien vivante parce que l'endroit pour voir un film, l'espace naturel pour voir un film, c'est une salle de cinéma au milieu de public, de gens qu'on connaît pas, mais qui vont réagir en même temps que vous. Et alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez résumer justement en quoi consiste le métier d'exploitant ?
c'est tout ce qui concerne la diffusion du film en salle de cinéma. C'est le plus beau métier du monde. Donc notre travail, d'abord, il consiste à concevoir des lieux, c'est-à-dire à créer des salles de cinéma, à les architecturer, à les équiper pour qu'elles soient le plus confortables possible pour le public, pour qu'elles respectent le mieux l'œuvre qui est diffusée, c'est-à-dire que les talents créent une œuvre, un film. Notre mission à nous, c'est d'être l'écrin de ce film, de le présenter dans les meilleures conditions possibles. C'est un travail qui demande aussi d'accueillir du public, donc de gérer des flux, de commercialiser des places de cinéma, de commercialiser aussi ce qu'on appelle des ventes annexes, de la confiserie, des objets liés au cinéma, d'assurer la sécurité du public, et puis d'animer cette salle en permanence, soit en organisant des avant-premières, en organisant des soirées débats, en organisant des soirées à thème. Il y a énormément de choses. Donc, voyez-vous, c'est un métier très, très large. On fait beaucoup de choses quand on est exploitant de salle de cinéma. Et c'est ça qui fait la richesse de notre métier et le fait que c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Et puis, bien sûr, on programme, j'allais oublier, qui est peut-être le principal, on programme les films. C'est-à-dire que parmi ces milliers de films qui sortent, eh bien, on choisit les films que nous allons présenter au public. On fait la programmation. Donc, en fait, on recommande ces films au public. Donc le CinémaCon, j'imagine que c'est un rendez-vous très très important pour la profession. Pour nous, au niveau de l'international, c'est vrai qu'on a des conventions qui se passent et en Europe et en France, puisque la Fédération des cinémas que j'ai l'honneur de présider organise une grande convention. C'est exactement le même esprit que CinémaCon, mais à l'échelle française, qui a lieu au mois de septembre à Deauville. Mais c'est vrai que pour le cinéma mondial, c'est là où les grands studios privilégient leurs annonces. C'est-à-dire que voilà, l'annonce exceptionnelle qu'a faite Disney sur Avengers, qui a été reprise partout, on le voit partout, elle a été faite volontairement à CinémaCon parce que c'est là où la population mondiale de l'exploitation est présente. C'est là où tous les films sont annoncés, les grandes sorties sont annoncées. Et puis, il y a un lieu d'exposition qui est divisé en deux parties. Une partie beaucoup plus technique, sur lequel les dernières évolutions techniques sont présentées. En particulier, là, il y avait cette année la présentation d'un nouveau système d'écran sans projection transsonore, c'est-à-dire qui permet de faire comme un écran de cinéma classique, c'est-à-dire que le son soit derrière l'écran. C'est une vraie révolution. Ça a été présenté à CinémaCon. Et puis, comme aux États-Unis, on va voir un film et on vient aussi manger. C'est vrai qu'il y a toutes les innovations fooding avec tous les nouveaux produits, des pop-corn colorés, la nouvelle machine automatique qui fait la pizza, les robots qui peuvent servir un coca. Enfin bon. Moi, j'y suis allée au trade show pour essayer de m'alimenter un jour et j'ai cru que j'allais faire un accident cardiaque très rapidement. Il faut aimer le gras. On est d'accord. Ouais. Il faut aimer le sucre et le gras, mais bon, voilà, ça fait partie de la culture américaine. Mais voilà, donc effectivement, c'est important d'y être, je vous dis, à la fois pour représenter la France, parce qu'on est un grand pays de cinéma, et c'est vrai que pour nous aussi, c'est un moment hyper important, parce que on découvre toutes les dernières nouveautés des studios, et c'est vrai que ça donne du baume au cœur. Oui, donc vous arrivez déjà, grâce au CinémaCon, à vous projeter un petit peu sur des très bonnes recettes pour l'année qui vient, parce qu'il va y avoir des gros projets qui vont faire venir les gens en salle, de type Avengers, Dune, l'Odyssée, etc., quoi. Ça prouve que le cinéma est encore vivant, qu'il existe bien, qu'il est vraiment dans l'ADN de nos concitoyens et que si on n'a pas les films, on peut construire les plus belles salles du monde, ça sert pas à grand chose. Ouais. Donc là, d'avoir les films, c'est vrai que ça nous rassure que de voir que les studios ont vraiment repris confiance en la salle et qu'ils ont remis la salle au cœur de leur stratégie et ils considèrent, il y a eu énormément d'annonces, Universal a annoncé qu'il passait sa fenêtre à 62 jours pour les Américains. Alors, c'est des annonces qui sont moins importantes en France puisque nous, la fenêtre de diffusion, de protection des salles de cinéma, elle est dans la loi, elle est à 4 mois. Donc, nous, on paraît des privilégiés. Je peux dire que quand nous, on dit qu'on a 120 jours de protection, d'exclusivité dans les salles de cinéma, nos collègues américains nous prennent pour des dieux. Oui, parce que chez nous, le streaming n'est pas une compétition immédiate avec les salles de cinéma. Il y a une exclusivité de 4 mois dans les salles de cinéma. Vous ne pouvez pas voir un film ailleurs que dans une salle de cinéma pendant 4 mois. Aux États-Unis, pour certains films, ce n'est que quelques jours. Donc, que les grands studios annoncent 45 comme la norme, c'est déjà très bien. Et quand Universal annonce 60, c'est-à-dire 2 mois, c'est hyper important pour eux. Ça veut dire que ces studios ont pris conscience de la valeur ajoutée qu'amenait une sortie salle et que le fait de protéger l'œuvre dans une salle pendant 2 mois, dans le cadre de ce qu'a annoncé Universal, était quelque chose de très important. Mais ça nous permet de constituer un calendrier
regarder et effectivement de commencer à voir des tendances, de commencer par exemple de voir les quelques images du Walt Disney de Noël. Pour nous, ça permet de donner des informations aux services chez nous qui commercialisent des arbres de Noël. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des arbres de Noël dans le cinéma et que la tradition, c'est quand même d'aller voir généralement le dernier Disney. Donc, voilà, de savoir son titre, de savoir de quoi ça parle, c'est important de se positionner. De la même façon, quand vous apprenez qu'il y a un nouvel âge de glace, eh bien, sur une future animation, peut-être sur des futurs partenariats, ça nous permet effectivement de commencer à les créer, etc. Et donc là, dans le CinémaCon 2026 auquel on vient d'assister, c'est quoi peut-être le top 2, top 3 des annonces qui vous ont vraiment paru importantes justement pour les prochains mois ou les prochaines années dans vos cinémas? C'est très clairement Avenger, ça a été quand même la grosse annonce, voilà. Chez Disney aussi, moi c'est vrai que j'ai adoré l'Âge de glace parce que bon, c'est une franchise, ça fait plus de 10 ans qu'on l'a pas vue. Pour moi, la troisième chose la plus importante, c'est la présentation Studio Canal. C'est la première fois, moi, que je vois un studio européen qui a le droit de présenter quelque chose à CinemaCon. Donc, pour moi, le fait que les Américains s'ouvrent à l'Europe et à ce qu'on produit en Europe. Alors, attention, Studio Canal, c'est pas uniquement des films français. C'est Paddington, c'est Monsieur, Madame, c'est Sean le Mouton, etc. Mais c'est aussi des films français. Je trouvais que ça voulait dire quelque chose aussi sur ce qui se passe actuellement et sur le fait que petit à petit, la salle de cinéma, quand même, reprend du poil de la bête, à la fois en termes économiques, les entrées remontent, et à la fois en termes de présence, de liens, de lieux magiques d'incarnation du cinéma. Et donc, pour finir, au trade show, vous avez repéré un petit snack ou un petit fauteuil de cinéma que vous aviez pas encore et que vous aimeriez importer chez nous? Non, ce qui m'a bluffé, c'est le nouvel écran transsonneur présenté par GDC. C'est-à-dire, on remplace le projecteur par un écran, ce qui permet de supprimer le faisceau au-dessus de la tête, donc qui permet de beaucoup plus gradiner, donner beaucoup plus de confort dans la salle, puisque la place que vous gagnez sur la cabine de projection, que vous n'avez plus besoin de construire, puisque l'écran n'a plus besoin de cabine, vous permet de redéfinir la géométrie de vos salles. C'est une technologie qui vraiment va apporter la possibilité d'améliorer de façon importante le confort de vision, le confort sonore et le confort visuel des spectateurs. Et ça, je pense que on est à la veille d'une révolution. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Richard Patry, d'avoir accepté d'éclairer un peu tout ça pour nous et pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Ok, on a parlé du trade show, mais l'aspect le plus médiatisé du CinemaCon et celui dont parle la série The Studio, ce sont les présentations. En fait, pendant les 4 jours de la convention, chaque studio, comme Sony, Universal, Disney, Warner, vient présenter sa slate, aucun rapport avec ce média, c'est-à-dire son programme des prochains mois, voire des prochaines années. L'idée, pour les patrons qui montent sur scène et qui nous parlent de leur travail, c'est de nous donner envie, enfin surtout de donner envie aux exploitants, de programmer ces futurs films dans leur cinéma. Du coup, ça parle beaucoup de vente de tickets, de revenus global, de fenêtres de diffusion, bref, plein de trucs très intéressants mais pas forcément sexy. Mais attention, on n'est pas du tout sur une présentation PowerPoint. Les présentations se passent dans le Colosseum ou le Colisée, c'est-à-dire une immense salle de spectacle et de cinéma au sein du César Palace. Et on est plutôt sur du grand spectacle, parce qu'on est quand même dans l'industrie du divertissement, à grand renfort de stars, de sketchs et d'effets pyrotechniques. Oui, il y avait vraiment des flammes sur scène. Chaque personne arrive sur scène avec une musique hyper grandiose et entraînante, genre le patron de Sony est arrivé sur Born to Run de Bruce Springsteen et Donna Langley, la boss d'Universal, est arrivée sur God Save the Queen. Oui, vraiment. Après avoir été introduite par Jack Black, qui l'a appelée donc la Queen elle-même, Donna Langley. Et puis surtout, pour tous ces gros projets qui sont annoncés, les studios font venir les acteurs, actrices, réalisateurs ou producteurs pour nous en parler. Chaque présentation, qui dure de 2 à 3 heures, est donc constituée de plein de petits speeches faits par ces cadres ou ces personnalités du cinéma. Et généralement, tout a été préécrit avec un texte qui défile sur d'énormes prompteurs situés au fond de la pièce, ce qui est très pratique pour les non-stars, c'est-à-dire les cadres de studio ou les patrons de cinéma qui sont parfois très stressés d'être sur scène. Mais ce qui fait aussi que les présentations sont parfois incarnées un petit peu raidement, et certaines stars n'hésitent pas à s'en moquer. We are so excited. I'm good at my reading, not classics. You gotta make it When it's sound right in front of me. The words are this big, by the way. make it sound like you're not reading. Okay, let me start again. Go back. You know what?
We really love being a part of this story, and we are so excited that we get to bring you the next chapter. And it's heading to the big screen early next year. Thanks, guys. Par exemple, à un moment, il y avait Pete Davidson sur scène, il était en train de lire son texte, et puis à un moment, il a dit « Ah bah oui, ça sonne tout à fait comme un truc que je dirais ». Honnêtement, je pensais avoir vu les trucs les plus fous pendant la award season, et notamment pendant mon voyage aux Golden Globes en janvier, mais là, j'avoue que je m'attendais pas à voir autant d'immenses stars en 4 jours. J'ai vu Billie Eilish et James Cameron venir présenter leur nouveau documentaire en 3D, qui sera sur un concert de Billie Eilish. J'ai vu Nicole Kidman et Sandra Bullock arriver dans un nuage de fumée verte pour présenter le nouveau trailer des Ensorceleuses 2 ou Practical Magic dans la version originale. Un film que j'ai découvert très récemment dans le podcast Amis, donc ça tombe bien, j'étais ravie d'avoir pu le découvrir avant de voir le 2. J'ai aussi vu le trésor national de l'Amérique, Tom Hanks, venir nous parler de Toy Story 6. Oui, le CinemaCon, on n'est pas sur des projets d'arrêt-essai, on est sur beaucoup de sequels. J'ai vu Tom Cruise venir parler de ses différents nouveaux projets, notamment un film d'Iñárritu, et j'avoue que c'est assez chouette de l'imaginer dans autre chose que Mission Impossible. On a aussi eu droit à un Q&A entier de Steven Spielberg, animé par Colman Domingo. C'était assez génial, il a parlé de son enfance, de sa carrière, et il nous a montré à la fin le nouveau trailer inédit de son nouveau film très attendu, Disclosure Day. This 79-year cover-up of the truth has to end. It's the two of you. It's always been just the two of you. What happened to us? The human race cannot accept what we know. J'ai vu Snoop Dogg nous parler de son futur biopic pendant qu'un DJ mixait derrière lui. J'ai vu Denis Villeneuve, Zendaya et mon meilleur ami Timothée Chalamet présenter la scène d'ouverture de Dune 3. J'ai vu 50 Cent. J'ai vu des mecs faire de la moto sur scène pour au moins 2 films différents. J'ai vu un alien faire un DJ set. J'ai vu 2 Avengers, on en reparlera. Ah oui, et j'ai vu Jason Momoa, Dwayne Johnson et Jack Black plus de fois en 4 jours que je n'ai vu mes propres parents toute l'année. Oui, ça paraît un peu fou, et ça l'est totalement pour moi en tout cas, mais il faut pas oublier que la plupart des stars habitent dans le coin. En fait, Los Angeles, Las Vegas, c'est un peu comme un Paris Deauville. Et comme les stars se déplacent, pour les plus chanceux, il y a aussi quelques occasions de faire des interviews sur le tapis rouge. Perso, j'ai pu en faire un, le tapis rouge de MGM, et j'étais très contente de pouvoir parler à Nicolas Braun, cousin grec dans Succession. Fascist meeting, Nazi wedding, Hitler dog. Oh, dude, if it's true, he's gone. I mean, Nazis, terrible, right? Nazis? Yeah. Yeah, they're the worst. Et à l'équipe de Spaceballs 2, mais je n'ai pas pu parler à Bill Pullman et son fils Louis Pullman. Honnêtement, j'étais tellement triste que j'ai failli faire une Living Las Vegas. Et si vous n'avez pas vu Living Las Vegas, regardez-le, vous comprendrez. Pendant ces présentations, qui durent donc plusieurs heures, on voit défiler beaucoup de stars, de cadres de studio, mais aussi beaucoup d'images. Parfois, on voit des scènes inédites de films qui ne sont pas encore sortis. J'ai vu les 7 premières minutes de Dune 3, c'était incroyable. J'ai vu une séquence entière de l'Odyssée de Christopher Nolan qui sort cet été, plusieurs séquences de Spider-Man Brand New Day, ou encore beaucoup de séquences du nouveau film Les Mignons. J'avoue que c'était pas le truc qui m'intéressait le plus, mais pourquoi pas. Mais le plus souvent, ce qu'on voit pendant ces présentations, ce sont des trailers. Vous savez, le truc que je ne regarde tellement jamais, que j'ai fait un épisode entier sur le fait que les bandes annonces, ça ne sert à rien. Bah voilà, je me suis retrouvée à voir 4 jours de trailers. Et j'étais là, ah ouais, c'est vrai que ça donne envie quand même. Je me suis retrouvée à visionner des dizaines de trailers d'affilée sur un immense écran Dolby avec un son à balles. Vraiment, c'était mixé trop fort. J'ai regretté dès le premier jour de ne pas avoir pris des boules caisses. Et entre les effets sonores de trailers, que vous voyez très bien, la quantité de nouveaux récits, de visages et de dates qu'on doit retenir, c'est un exercice complètement abrutissant. Honnêtement, plus jamais je me plaindrais de devoir regarder 5 films d'affilée à Cannes, parce qu'à côté, c'est le Club Med. Ah oui, et c'est tellement délirant qu'au début de chaque présentation, on a même droit à un trailer sur les trailers qu'on s'apprête à voir. Autrement dit, une inception de trailers. J'ai vu tellement de bandes annonces pendant ces 4 jours que je me souviens plus de 90% d'entre elles. En plus de tout ça, il faut savoir qu'à chaque trailer, les gens applaudissent et ça permet de mesurer un petit peu l'enthousiasme que la salle va avoir pour tel ou tel projet.
Le plus souvent, j'essayais de m'asseoir près de la scène, mais il y a une partie de la salle qui est réservée à la presse, dans laquelle on peut, et exclusivement dans cette partie, utiliser notre ordinateur portable et notre téléphone. Ce qui est très pratique quand on est là pour bosser, ce qui était mon cas. Dans le reste de la pièce, il est absolument interdit de sortir son téléphone portable, et il y a des mecs partout avec des pistolets laser pour nous engueuler dès qu'on sort notre téléphone portable. Tout ce qui est présenté au CinemaCon est exclusif et uniquement réservé aux gens qui sont dans la pièce. Et donc, à quelques reprises, quand je devais écrire des articles sur certaines des séquences inédites qu'on allait voir, je suis allée me poser dans le carré presse qui est à l'étage. Et là, il y avait aussi pas mal de jeunes mecs qui, à mon avis, étaient influenceurs, en tout cas ceux que j'ai croisés, ce qui donnait des réactions assez intenses devant certains trailers, et notamment des bandes-annonces d'adaptations de jeux vidéo ou de projets du type Mortal Kombat, Masters of the Universe, etc. Où en gros, en plus de tout l'univers sonore du trailer, derrière moi, j'avais aussi 30 mecs qui étaient là. Oh my god, dude, that looks amazing! Wow, bro! Oh my god, holy shit! Et je peux vous dire que c'était pas du tout pareil en bas de la salle avec les exploitants. Bon, j'avoue que moi aussi, à quelques reprises, j'ai lâché un petit wow ou deux. Je peux pas vous parler de tout ce que j'ai vu parce qu'honnêtement, je me souviens même plus des dizaines et des dizaines de trailers que j'ai vus, mais je peux vous faire un petit top 5 des meilleurs moments. Alors déjà, clairement, il y a eu la séquence d'ouverture de Dune 3 plus spécifiquement, qui sortira en décembre en salle. Et évidemment, moi, je suis déjà assez fan des Dunes de Villeneuve, donc je m'attendais à aimer. Mais là, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que ça ressemble vraiment à un film de guerre, dans les codes esthétiques et dans le découpage. Donc je vais vous dire ce qui se passe. Si vraiment vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans la première scène de Dune 3, vous pouvez avancer de 30 secondes. En gros, le film démarre avec des dizaines et des dizaines de freemen menés par le personnage de Javier Bardem qui s'apprêtent à mener une bataille. Et donc, ils sont dans des vaisseaux, ils atterrissent sous la pluie, ce qui est incroyable pour les freemen qui n'ont jamais connu l'eau. Et d'autant plus incroyable quand on est à Las Vegas, parce que là aussi, la pluie, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Et puis, ils se lancent dans une bataille vraiment à couper le souffle. J'avais l'impression de voir Il faut sauver le soldat Ryan, mais version Dune. C'était assez ouf et ça m'a donné encore plus envie de voir le film de Denis Villeneuve. Un autre teaser qui n'a eu l'air de hyper que moi, mais honnêtement, moi je suis très très hypée, c'était un nouveau film en fait dont j'ignorais l'existence qui va sortir en décembre 2027, donc dans assez longtemps. Et ce film, c'est Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Donc c'est un film entièrement sur Gollum, ce qui est mon rêve en fait. Donc j'ai trop hâte et je crois que c'est vraiment le plus gros wow que j'ai lâché de ces 4 jours, c'est quand j'ai vu ce projet être annoncé. Un autre trailer que j'attendais pas vraiment, mais qui m'a vraiment fait envie, c'est le trailer de The Social Reckoning par Aaron Sorkin. Et oui, c'est la suite de The Social Network, sauf que là, Mark Zuckerberg est joué par Jeremy Strong, qui jouait dans Succession. Ça a l'air vraiment oufissime. Je pense que ça a aussi attiré mon attention parce que c'était un des rares projets de ce CinemaCon qui ne ressemblait pas en fait à un énorme blockbuster avec des super-héros ou des personnages en CGI ou des mignons ou des énormes stars de cinéma. J'avoue que visuellement, ça m'a fait assez envie et j'ai très hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce film. Et puis au CinemaCon, il y a eu beaucoup de teasers et de trailers de films d'horreur. Et ça, vous savez, j'aime beaucoup. Il y en a 2 qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est Evil Dead Burn, réalisé par Sébastien Vanitschek et coécrit par Florent Bernard, que j'espère avoir un jour dans le podcast. Viens, Florent, appelle-nous. On a vu donc plusieurs images inédites d'Evil Dead, notamment une séquence avec un lave-vaisselle qui me semble particulièrement prometteuse. Donc j'ai trop hâte. Et l'autre trailer horrifique qui m'a le plus donné envie, c'est celui de Werewolf, de Robert Eggers. Robert Eggers, qui est un cinéaste d'horreur que j'adore parce qu'il fait de l'horreur vraiment à sa manière, généralement sans jumpscare. C'est lui qui a fait The Witch, c'est lui qui a fait The Northman ou encore Nosferatu, que j'avais trouvé vraiment sublime. Et donc j'ai très hâte, en tout cas en me basant sur les premières images que j'ai vues, de découvrir Werewolf. Et enfin, j'ai un peu honte de l'avouer, mais le moment qui m'a le plus hypé, c'était le moment où Disney est venu révéler le nouveau trailer de Avengers Doomsday. Désolée, je pensais vraiment pas en 2026 encore réussir à avoir de l'enthousiasme pour un film Avengers.
Mais je crois que ça m'a rappelé en fait une certaine époque du cinéma et notamment la fin de la phase précédente de Marvel avec Endgame, qui avait été une expérience commune en fait à vivre en salle que j'avais beaucoup aimée. Et je crois que je suis un petit peu nostalgique de ça, même si voilà, je pense pas que ce soit le meilleur que le cinéma nous ait apporté. J'avais beaucoup aimé voir Endgame et tous les films Avengers avec des publics un peu surexcités en salle. Ça me rappelle un peu aussi la période Game of Thrones en fait. C'était ces expériences communes qui manquent un petit peu aujourd'hui, même avec des gros projets blockbusters. Et donc là, l'équipe Marvel est venue sur scène. Il y avait Jon Favreau, il y avait les frères Russo, et puis il y a eu Captain America, Chris Evans. The first Avenger, Captain America, Steve Rogers, Chris Evans. J'ai donc découvert que Captain America était de retour dans ce nouveau film Avengers, et j'avoue que comme c'est un de mes personnages préférés, j'étais très 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 contente de le voir. Et puis, le gros coup de maître de cette présentation, c'est qu'ils ont aussi fait venir Robert Downey Jr. Il est arrivé du fond de la salle. D'habitude, il monte directement sur scène, mais là, il a carrément fait un bain de foule. Il serrait la main à tout le monde, avec Sympathy for the Devil des Rolling Stones qui passaient derrière. Donc, c'était vraiment un très, très grand moment. Tout le monde était surexcité. Même les gens que j'avais vus plutôt stoïques autour de moi pendant toute la présentation, là, ont sorti leur téléphone portable pour filmer. Et la salle était en délire. Et après avoir vu le trailer de Avengers Doomsday, les gens dans la salle se sont mis à crier « Remontrez-le, remontrez-le ». Et donc, c'était pas prévu, mais ils l'ont même repassé une deuxième fois, tellement la salle était excitée. That wasn't planned. Et je dis que les gens ont sorti leur téléphone portable parce que Disney a fait une exception. D'habitude, il est interdit absolument, comme je vous l'ai dit, de sortir son téléphone portable ou d'enregistrer quoi que ce soit de ce qui est montré au CinemaCon. Mais là, on avait reçu un mail juste avant pour nous dire que, exceptionnellement, pendant la présentation de Disney, on pourrait enregistrer et filmer, pas quand il y avait des images qui étaient montrées, mais quand il y avait des présentations sur scène, donc avec des talents, des acteurs, des producteurs, etc. Ce qui m'a permis d'enregistrer du son et de prendre des images aussi de ce moment. Je pense que c'est pas anodin. Déjà, ils se rendent sans doute compte que c'est plus tenable en 2026 d'organiser un événement avec autant de stars et une telle valeur de spectacle sans que ce soit filmé et montré sur les réseaux sociaux, ce qui est toujours une bonne pub en fait à prendre pour les studios. Je pense que dans le cas d'Avengers Doomsday, clairement, c'est aussi un petit peu un aveu d'échec, c'est-à-dire que beaucoup de ces talents ont essayé de faire autre chose de leur carrière après la fin de la dernière phase et n'ont pas forcément réussi avec autant de succès qu'avec Endgame. Et donc voir Chris Evans revenir, voir les frères Russo revenir, ou Robert Downey Jr., non, pas Robert Downey Jr., parce qu'il a eu un Oscar quand même pour Oppenheimer, mais globalement, c'est aussi de nous dire, on ne sait pas quoi faire de nouveau, donc on revient à l'ancienne formule. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que quelques jours avant le CinemaCon, Disney, qui vient de changer de direction, a initié plus d'1 millier de licenciements dans la boîte, ce qui est forcément très mal vécu à Hollywood. Et donc, je pense qu'il y avait aussi une volonté de détourner un petit peu l'attention et de nous dire, mais si, regardez, tout va bien se passer. Parce qu'en fait, il faut préciser que derrière les paillettes et les effets pyrotechniques sur scène, il y a quand même des enjeux très réels pour l'industrie du cinéma qui se jouent pendant le CinemaCon, ou en tout cas qui vont être soulignés ou éludés. C'était le cas avec Disney et ses fameux licenciements, mais c'était aussi le cas avec la plus grosse actu de l'industrie du ciné de ces dernières semaines, qui est le potentiel rachat de Warner par Paramount. Paramount qui est désormais dirigé par David Ellison, dont le père est très proche de Donald Trump. Paramount qui est un studio qui est en train de se droitiser progressivement. Ce rachat qui n'a pas encore été totalement validé, mais qui pourrait potentiellement avoir lieu dans les prochains mois, fait très peur à l'industrie parce que forcément une consolidation entre deux gros studios va créer des redondances dans les emplois, donc ça va créer beaucoup de licenciements et ça va aussi faire qu'il y aura moins de studios différents pour récolter de nouvelles idées créatives, originales de la part des réalisateurs. Donc c'est un changement dans l'industrie qui suscite beaucoup d'inquiétudes et là David Ellison est venu sur scène au moment de la présentation de Paramount pour essayer de rassurer tout le monde. C'était un petit peu étrange puisque Paramount avait sa propre présentation et Warner sa propre présentation. On ne sait pas encore ce qui va se passer à l'avenir, mais David Ellison en tout cas a misé très gros pour essayer de rassurer tout le monde pendant sa présentation. Et j'avoue qu'il a présenté un des meilleurs trucs de ces 4 jours. C'était un court-métrage pour inaugurer la présentation de Paramount. Un court-métrage en plan séquence réalisé par John M. Chu, qui est le réalisateur des Wicked, et dans lequel on traverse en fait tout le studio Paramount avec énormément de stars. On voit Timothée Chalamet qui passe devant le banc de Forrest Gump et qui ramasse un chocolat. Et puis après, on voit plein d'autres stars et ça se termine sur Tom Cruise allongé sur le château d'eau Paramount. J'imagine qu'il a fait cette cascade pour de vrai, donc uniquement pour ce court-métrage qui a été uniquement montré au CinemaCon. Donc vraiment, ils ont mis les moyens. Et j'avoue que c'était très impressionnant de voir ça.
David Ellison a aussi repris une promesse qui avait été faite au moment des négociations de ce rachat. Il s'est engagé, si le rachat de Warner a bien lieu, à sortir l'année prochaine en salle un minimum de 30 films. Personne n'y croit à Hollywood. C'est un nombre de films extrêmement élevé. Pour info, Warner, cette année, a sorti 11 films. Et il y a une grosse inquiétude là-dessus. La plupart des gens à qui j'ai parlé n'y croient absolument pas. Il s'est aussi engagé à faire en sorte que chacun de ces films reste au moins 45 jours en salle. Là aussi, c'est un des gros enjeux qui a été répété pendant tout le CinemaCon, les fenêtres de sortie et d'exclusivité en salle, puisque vous le savez, il n'y a pas la même chose qu'en France. Aux États-Unis, on peut sortir des films en salle et en streaming, et ça les dessert énormément en salle, puisque beaucoup de gens préfèrent les voir chez eux. Donc il a fait ces promesses-là. On ne sait pas du tout si elles vont être tenues, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas que des stars et du grand show, il y avait aussi de véritables promesses et un état des lieux, en tout cas, sur l'industrie du cinéma à l'heure actuelle. Honnêtement, je suis partie de là avec des images plein les yeux. J'ai trouvé ça complètement fou comme expérience et vraiment très différent de ce que je fais d'habitude, puisque j'ai quand même vu un film en exclusivité qui était le nouveau film DreamWorks, Forgotten Island. Mais c'est assez bizarre d'assister à un événement cinématographique dans lequel on voit pas de film, mais surtout des trailers, et où on fait beaucoup de rendez-vous, en fait, beaucoup de rencontres plus ou moins informelles. On network, on distribue des cartes de visite et on prend contact pour potentiellement se rappeler plus tard dans l'année. Moi aussi, j'ai fait ça pour divers projets sur lesquels je travaille. J'avoue que j'étais très contente de quitter Las Vegas à la fin parce que j'en pouvais plus de bouffer du Doliprane toutes les 3 heures pour supprimer mes intenses migraines. La meilleure partie, c'était peut-être le road trip du retour vers Los Angeles avec le coucher de soleil sur le désert. C'était magnifique. Si j'ai l'occasion, peut-être que j'y reviendrai. Après, il faut dire que financièrement, pour moi, c'est plus compliqué que pour ceux qui travaillent aux États-Unis. On est quand même sur un billet d'avion assez cher. Mais honnêtement, si j'ai l'occasion, peut-être que j'y retournerai parce que c'est une très bonne manière de voir un peu tout ce qui nous attend sur les prochains mois et les prochaines années au cinéma. Et comme moi, j'ai pas l'habitude forcément de regarder les trailers, bah là, j'avoue que c'était une expérience très différente et assez enrichissante, mais aussi très fatigante. Pour finir, si vous allez en salle ce week-end en France, je me permets de vous recommander une petite pépite très indé. Et franchement, après ce déluge de gros trailers, de franchises et de blockbusters, j'ai qu'une envie, c'est de voir des films comme ça. Ce film, c'est Drunken Noodles de Lucio Castro. Ça vient de sortir en salle. Et ça parle d'un jeune étudiant en art qui passe son été à New York et qui va faire des rencontres troublantes avec d'autres hommes. Des rencontres sexuelles, mais pas que. Le film est découpé en plusieurs temporalités et on comprend au fil du récit qu'en fait, à travers ce séjour et ces rencontres, le protagoniste est aussi en train de faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse. C'est très poétique, très singulier. Ça parle justement de toutes les manières dont on peut entremêler l'art, la culture, le sexe, l'amour et la créativité. C'est drôle, c'est doux. Et donc, si vous ne savez pas quoi voir en ce moment ou que vous cherchez un film queer dans tous les sens du terme, je vous recommande vivement Drunken Noodles. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, un commentaire, un like, un partage. Bref, je prends tout ce que vous m'envoyez. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Pour reprendre une tradition qu'il y avait dans le podcast Amis, Anaïs, est-ce que tu as des notes ? Ouais, alors je sais que je vous parle depuis longtemps, mais il y avait tellement de choses à dire sur le CinemaCon et j'ai oublié de vous parler des goodies. Il se trouve qu'en plus de tous les trucs que j'ai récupérés au trade show et du sac de goodies, vraiment littéralement du sac qu'on nous a offert à l'arrivée qui était rempli de 12 kilos de bonbons, à la fin de chaque présentation des studios, on nous file aussi des goodies. Enfin, au début parfois et à la fin aussi. On nous donne par exemple des boîtes de popcorn Mandalorian ou du Coca, le diable s'habille en Prada. Et à la sortie, on fait la queue pour recevoir chacun de notre goodies. Le plus souvent, c'est un t-shirt en lien avec un film ou avec le studio. Et je vous avoue que je ne quitte plus mon t-shirt Was Up en hommage au prochain film Scary Movie depuis que je l'ai reçu. J'ai reçu des trucs assez cool. Par exemple, j'ai reçu une enceinte Bluetooth qui est sous forme de cassette qu'on pourrait mettre dans un Walkman. Ça, je pense que c'est peut-être le truc le plus stylé qu'on m'a offert. J'ai aussi reçu un livre, un roman de gare signé Colleen Hoover qui avait fait Jamais plus et qui va être adapté bientôt au cinéma avec Anna Thaoué et Dakota Johnson. On a vu le trailer pendant la présentation et à la fin, on nous a filé le livre. Donc, je suis en train de le lire. J'avoue que c'est très mauvais, mais aussi très addictif et que j'ai un peu hâte de voir le film.
Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu des étiquettes pour bagages, là, des trucs qu'on met sur les valises. J'ai eu des trucs pour tenir les canettes. Ah oui, j'ai eu une casquette l'Odyssée. J'ai eu un plaid Avatar aussi. Enfin bref, c'était assez délirant et j'étais arrivée à Los Angeles avec une valise à moitié vide. Je suis repartie de Las Vegas avec une valise que j'arrivais quasiment pas à fermer, tellement elle était remplie de conneries. Je vous rassure, je vais distribuer la plupart de ces conneries à mes amis. Je vais garder 2 ou 3 trucs sympas pour moi, mais globalement, j'essaye de pas garder tous ces goodies parce qu'honnêtement, je sais plus quoi en faire. Et puis, il y a aussi tout un aspect dont j'ai pas parlé. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai pas dépensé un seul dollar pendant tout ce séjour parce que on nous sert de la bouffe toute la journée. Il y a des breakfasts, il y a des lunchs. Et puis, le soir, il y a des réceptions ou des dîners. Et donc, par exemple, au César Palace, il y a un grand restaurant Nobu, un grand restaurant de sushi, dans lequel j'ai eu l'occasion de manger plusieurs fois. J'avoue que c'était très, très bon. Et puis, il y a des soirées, comme à Cannes ou dans tous les festivals. Donc, globalement, on est très bien traité, très bien nourri. Et j'ai pas vraiment eu à trouver de la nourriture par moi-même pendant ce séjour. Je suis revenue aussi avec, 3 kilos en plus et plein de boutons en réaction aux quantités délirantes de sucre que j'ai ingérées pendant ce séjour. J'avoue que c'était un peu traumatisant et que j'ai jamais autant rêvé de salade verte qu'en rentrant de Las Vegas. Mais écoutez, c'est les risques du métier.